Voilà, bonsoir et bienvenue au RHNE. Je m'appelle Alix Stern et je suis chef de département en oncologie. Je m'associe aujourd'hui avec Consuela Buraticoy et avec Suzanne Renaud pour vous accueillir à notre première conférence à ANPAR. J'aimerais introduire le sujet en vous montrant un film et puis ensuite je donnerai la parole à nos femmes phares que je remercie d'être présente aujourd'hui et à Caroline Plachta d'avoir accepté de modérer cette discussion. Aha, Achtung heißt, Achtung. Okay, also du hast ja jetzt mit 2 Kindern gespielt, mit Dani und mit Emilian. Und ich würde dich jetzt einfach ein bisschen dazu befragen, wie du die Kinder wahrgenommen hast. Ja? Okay. Ich würde mit Dani anfangen. Hat sich Dani für bestimmte Sachen mehr interessiert als für andere? Und auch wie du sie so beschreiben würdest. Sie ist total offen. Also ich habe das Gefühl, dass sie mich sofort eingebunden hat in ihr Spielen, was mich eigentlich überrascht hat. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich eine Aufwärmphase oder so mit ihr hatte, sondern sie war total gleich mit mir gemeinsam gespielt. Und dann ist mir schon bei ihr aufgefallen, dass sie auf die, ich sage es mal, Klischee-Mädchen-Spielsachen besonders die Aufmerksamkeit von den Spielsachen angezogen wurde von ihr. Oh, a horse. Yeah. Yeah. It's a baby horse. Oh, it's so cute. Also eben die Puppen, das Puppenwagerl. Yeah. Let's put the baby inside. Besonders hat mir die Haarklammer gefallen. Oh, ja, und der Clip, der Hairclip. Die Pferde. Das? Liebe Mami? Noch ein Lastwagen. Oh, ist der schwer. Und wie war das mit Emilian? Womit habt ihr gespielt und wie war dein Gefühl, was sein Interesse ist? Alles, was gerollt hat. Also so begonnen bei dem Wagerl mit den Reifen. Alles, was sich bewegt hat zum Schieben. Mit Fahrzeugen. Die Fahrzeuge haben ihn sehr angesprochen, würde ich sagen. Sehr gut. Genau, also ich habe auch kurz mit ihm mit dem Pferd gespielt. Und da hat ihm das gefallen, nicht das Pferd an sich, sondern ich glaube das Mechanische. Man kann was aufmachen, was reingeben, zumachen. Und zu. Ja, also eigentlich auch da hat er dem Klischee, sage ich jetzt mal, entsprochen. Gut, dann kommt jetzt die Auflösung. Dani heißt eigentlich Daniel. Ah. Emilian heißt eigentlich Emilia. Oh. Wir haben die Kinder einfach nur ganz pink und ganz blau angezogen und uns angeschaut, was dann passiert. Spannend. Und ich bin voll reingefallen wahrscheinlich. Sehr cool, spannend. An diesen Baby-X-Versuchen, also wo das gleiche Baby sozusagen einmal als männlich und einmal als weiblich kodiert angezogen ist und die Versuchsperson das Kind komplett anders behandelt, machen wir das Problem konkret. Es geht um die erwartende Wahrnehmung. Also das heißt, wir nehmen nicht mehr wahr. Wir nehmen nicht mehr genug wahr, sondern wir bekommen soziale Informationen und dann schalten wir bestimmte Dinge aus. Und dann fangen wir an, Menschen reinzupressen. C'était très inspirant, ce petit film sur les biais de genre. Ça va être un peu notre sujet ce soir. Et pour commencer, on va discuter un peu ensemble, mesdames Bohr et Charmet, ensemble. Et ensuite, le but, c'est vraiment de discuter avec vous et de vous entendre, vous, sur ces sujets. Donc,
Pour commencer, je dirais que voilà, j'ai trouvé particulièrement inspirante cette idée de femme phare. C'est une image particulièrement puissante. Dans le monde du travail, on peut s'imaginer voilà, qu'on est un peu devant la mer, comme ça, qu'on commence en tant que femme sur notre petite barque, on rame un peu, on a cet océan devant nous qui nous attend, on cherche un peu notre chemin. On a envie de le traverser, on a envie de l'explorer. Et sur notre chemin en haute mer, on se retrouve parfois, par rapport à notre genre, on se retrouve sur des vagues un peu hautes qu'on n'aurait pas imaginées. On se retrouve face à des écueils, on se retrouve prise un peu dans la houle. Donc ça, c'est une phase où on se retrouve avec quelques obstacles. Et finalement, qu'on soit ou non dans un poste de dirigeante, par expérience, on peut arriver à des statuts où on devient femme phare, c'est-à-dire qu'on peut arriver à donner des éclairages aux autres femmes qui sont dans ces mêmes situations. C'est le cas de nos deux intervenantes de ce soir que je vais vous présenter en quelques mots. Donc, Madame Bor, pour commencer, après des études en sciences politiques, vous avez commencé par le journalisme et puis vous avez fait l'expérience de l'humanitaire au CICR. Vous êtes revenu ensuite pour 15 ans auprès de la RSR comme journaliste et vous avez souhaité quitter votre rôle d'observatrice de la politique pour devenir actrice de la politique. Donc, vous vous êtes engagée chez les Verts, chez qui vous êtes toujours, et vous êtes devenue la collaboratrice personnelle d'un conseiller d'État vaudois, en l'occurrence M. François Marthaler. Et vous avez par la suite choisi de prendre la présidence des Verts, une casquette qui vous a obligé à renoncer donc à votre fonction auprès de l'État de Vaud. Et dans la foulée, vous avez traversé un peu une petite zone de turbulence. Vous n'avez pas accédé ou juste pas au Conseil national. Et dans le même temps, vous vous êtes séparé de votre conjoint et vous vous êtes retrouvé seul avec vos 3 enfants. Situation dans laquelle vous avez recherché un emploi et vous avez été nommé comme délégué à l'égalité du canton de Neuchâtel, tout en poursuivant votre carrière politique au législatif communal de la ville de Neuchâtel. Donc, vous avez été ensuite brillamment élu au conseil communal de Neuchâtel en 2020 et réélu en 2024. À la tête du dicaster de la famille, de la formation, de la santé et des sports. Et vous assumez aujourd'hui également la casquette de vice-présidente de la ville de Neuchâtel et vous reprendrez la présidence au mois de juin. Madame Charmet, donc, vous êtes de la maison, vous avez commencé votre carrière très haut dans l'organigramme. Donc, après avoir passé avec succès le concours de formation de directeur d'hôpitaux en France, donc il n'y a pas d'équivalent dans le système suisse, vous avez accédé très vite à un poste à haute responsabilité à 24 ans, donc le poste de directrice des ressources humaines dans un centre hospitalier en Savoie. Et ensuite, vous avez enchaîné différentes fonctions de direction dans des hôpitaux en France, en tant que directrice des finances ou encore directrice des systèmes d'information. Et tout ceci en vivant avec 5 enfants sous votre toit, dont les 3 enfants de votre conjoint. Et en suivant aussi, entre 2016 et 2018, un MBA en management international de la santé qui vous a emmené aux 4 coins du monde pour ce cursus très, très exigeant. Et c'est en 2019 que vous accédez au poste de présidente des collèges de direction du RHNE et directrice du site de la Chaux-de-Fonds. Fonction que vous occupez encore actuellement, mais plus pour longtemps, puisque vous venez d'être nommée au poste de directrice générale du CHUV à partir du mois de juin, poste prestigieux pour une très grande institution. Voilà, je vais vous poser quelques questions pour commencer sur ces différents chapitres. Donc, pour commencer sur le parcours, donc, quand on construit son bateau, qu'on aborde la mer,
on doit un peu ramer. Et il se passe des phénomènes assez particuliers parfois quand on est une femme. Je vais commencer par poser une question à Madame Bor. Quand on a discuté sur votre parcours, on a évoqué le mythe de la princesse. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant que vous nous parliez de ce mythe et que vous nous disiez en quoi c'est un piège pour les femmes, pour les petites filles et pour les femmes en général. Alors c'est intéressant quand on rentre tout de suite dans les comme ça les catégories un peu que donnent les étudiants. Vous avez aussi la reine des abeilles, je ne sais pas si vous connaissez. Mais alors le mythe de la princesse, en fait, si vous voulez, on est bercé dans notre enfance de contes de fées avec une princesse, et comme par hasard, cette princesse, elle est toujours réveillée, ou elle est animée, ou elle est par un prince ou par un roi. Bref, donc elle forcément, elle est là. Elle va être animée par un homme. Elle n'existe pas pour elle-même. Donc ça, c'est déjà, on est déjà parti dans ce. Si vous pensez à la Belle au bois dormant, si vous pensez à Blanche-Neige, enfin, il y en a plein comme ça. Donc, on va déjà partir avec ça. Et puis ensuite, alors, comment est-ce que ça se traduit ensuite dans la vie de tous les jours? Eh bien, vous avez, moi, je l'ai rencontré quand même, je pense à 2-3 reprises dans ma carrière, c'est que vous avez tout à coup un homme qui a du pouvoir, et puis qui vous trouve sympa, peut-être même sexy, hein, on va voir, et puis qui trouve que voilà, vous faites l'affaire. Et puis vous êtes... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui était très timide. Hein, je suis beaucoup moins aujourd'hui, heureusement. Mais donc, vous apparaissez comme quelqu'un de gentil, parce que aussi, vous êtes une femme, vous êtes socialisée comme une femme, donc vous êtes plutôt gentil, vous êtes plutôt aimable, vous êtes plutôt souriante. Donc, il pense que, voilà, c'est bon, il va pouvoir faire de vous sa petite chose, et puis il va pouvoir... Et puis même, il vous promet des postes. Hein, il vous met à des endroits clés. En l'occurrence, là, si je prends un exemple très concret, c'était la présidence du parti cantonal des Verts vaudois. Donc là, il y a un ancien qui est venu me voir, puis qui m'a dit, c'est toi qui dois prendre ce poste. J'ai dit, mais attends, je viens d'arriver, est-ce que vraiment... Oui, c'est toi, tu as l'habitude des médias, il faut que ce soit toi, il faut du renouveau, tu es une femme, enfin bref, tout y était. J'ai fait la bêtise, parce que c'était vraiment une bêtise, de accepter. Et donc, j'ai pris ce poste qui était en fait un vrai piège, et puis je me suis bien cassé la figure après. Mais voilà, mais ce qui se passe dans le mythe de la princesse, c'est que vous êtes effectivement la princesse d'un homme puissant, mais si vous ne correspondez pas, parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai l'air gentil, mais je ne le suis pas tant que ça. Et puis au bout d'un moment, vous prenez le pouvoir. Donc vous dites, ah mais non, là je suis pas d'accord, ah mais non, là je veux aller là, et puis là. Donc tout à coup, et le balancier, il est vraiment très très violent. Autant on vous a adoré, autant là, alors vous correspondez pas du tout à ce qu'on avait finalement misé sur vous, et là c'est extrêmement violent. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises, y compris dans la presse. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui alors toutes les femmes ne vont pas rencontrer ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez courant. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que au moment où vous dites, ah mais en fait je suis là, mais moi j'aimerais aller là-haut. Ah non, mais j'ai de l'ambition, parce qu'on dit aux femmes, il faut avoir de l'ambition. J'ai de l'ambition, je vais aller là-haut. Ah, on vous dit, ah mais attends, ça, elle est bien gentille. Mais quand même, là-haut, il faut être solide, il faut avoir une expérience, voilà, toutes les catégories qu'on donne toujours sur les femmes, qu'elles n'ont pas, en fait. Hein. Et puis, voilà, donc c'est vraiment ça, où on vous tolère tant que vous restez la petite princesse qu'un homme doit animer, mais dès que vous ne vous correspondez plus à ce moule-là, alors ça peut être extrêmement violent. Merci beaucoup, très intéressant. Je ne sais pas si Madame Charmet veut réagir au mythe de la princesse, mais c'est vrai que lors de nos discussions, vous m'avez indiqué que le fait d'être une femme dans votre parcours n'avait jamais été vraiment problématique ou décisif. Est-ce qu'il y a eu des étapes ou des traits de personnalité qui vous ont aidé en fait, à ne pas vous trouver dans ce type de situation et que vous auriez échappé au biais de genre? Je ne sais pas si j'ai échappé au biais de genre, mais je pense que les 2 points principaux, c'est d'abord l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents ont pris beaucoup soin de faire en sorte que les filles et les garçons, ce soit pareil. Donc, j'ai fait du foot, mon frère jouait à la poupée. Voilà, on jouait les deux, ça marchait bien. Et puis, j'ai eu... et mes grands-mères étaient des femmes très fortes, qui avaient une activité professionnelle tout à fait indépendante de leurs époux. Et je pense que ça joue, le fait d'avoir une représentation de femmes qui n'est pas la copie d'un homme de pouvoir, mais qui est la représentation de la femme éternelle. Alors, c'est Cléopâtre, c'est Germaine de Staël, c'est Marie Curie, c'est autre chose. C'est-à-dire c'est un autre modèle qu'un modèle d'homme
avec un corps de femme, c'est vraiment... Voilà. Et moi, je pense que quand on est bercé tout petit du fait qu'en fait, on peut tout faire et qu'être une fille, c'est pas un sujet, c'est beaucoup plus facile. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai effectivement eu la chance de faire mes études et puis le début de ma carrière en France. Alors après, je suis partie... on va pas nuancer la partie chance, mais en tout cas... d'avoir passé un concours national avec des copies anonymes, donc pas de biais de genre. Et puis je pense pas de biais de genre au niveau des entretiens oraux non plus, puisque dans la profession des directeurs d'hôpitaux, qui est un grand corps de l'État français, il y a 50% de femmes. Alors après, il y a 30% de femmes parmi les directeurs généraux, mais dans les effectifs, il y a au moins 50% de femmes. Ces dernières années, encore davantage. Donc je pense que c'est ces deux éléments qui ont fait que ça a, pour moi, pas été un sujet, pas que la problématique n'existait pas à certains moments, mais pas bloquant dans ma façon de me représenter ma profession. Merci beaucoup. J'aurais une petite question un peu subsidiaire. Donc, j'ai quelques chiffres qui émanent des statistiques FMH, qui sont des statistiques suisses. Donc, 18% des médecins cadres sont des femmes. Et quand on regarde du côté des médecins assistants, on en a 70%. Donc, comment est-ce que vous expliquez qu'on perd autant de femmes en route et comment est-ce qu'on peut imaginer des solutions pour que qu'on puisse maintenir un pourcentage élevé de femmes médecins cadres? Bon, je crois qu'on va faire une réponse à deux voix. Mais, je pense que d'abord, alors c'est un peu, pas pour lancer une controverse, mais d'abord les femmes doivent faire leur partie pour accéder à ces postes-là. C'est sûr que quand on accède à un poste avec plus de responsabilités, c'est plus d'investissement, c'est continuer à apprendre, même quand on est professionnel en dehors des heures de travail. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'activités annexes qui sautent et d'activités familiales qui sont plus difficiles à organiser. Il faut réussir à passer au-dessus de ça. Après, il y a des compétences qu'on doit apprendre en plus. C'est la gestion de l'espace public. Il faut apprendre à parler en public. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Il faut apprendre à gérer la brutalité des relations interpersonnelles, interprofessionnelles. Il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir envie de s'y exposer. Tout le monde n'a pas envie de ça, homme ou femme d'ailleurs. Et puis après, il faut un bon partenaire, parce qu'il faut pouvoir partager. Et puis il faut un bon système autour. Parce que quand tout soudain l'école vous annonce qu'il n'y aura pas de parascolaire et que ça finit à 15h30 et débrouillez-vous avec, c'est vachement plus difficile. Donc je pense que ça fait partie des choses qui sont... Il y a des choses internes, puis il y a des choses qui sont liées à la société, puis à l'organisation qui font que c'est plus difficile. Alors, volontiers pour avoir... Oui, alors je partage tout à fait ce que vous avez dit, le problème des structures autour. Donc, ce n'est pas la faute des femmes, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour. Avoir envie de se mettre en danger et peut-être de se profiler, mais elles ne sont pas éduquées non plus pour le faire. Donc là, on va dire que la socialisation des petites filles joue un rôle évidemment là-dedans, à l'école aussi. Vous voyez très vite quand les enfants grandissent, quand les enfants sont petits, les petites filles prennent la place dans la classe et s'expriment, et puis plus on grandit et moins il y a de femmes qui s'expriment, et on le voit très bien en politique. Je peux vous dire, tous ceux qui font de la politique le savent, à quel point les hommes occupent l'espace, alors pour le dire. Et quand on dit que les femmes sont bavardes, je peux vous dire qu'en séance, alors c'est pas du tout vrai, c'est plutôt les hommes qui prennent beaucoup toujours de temps et qui s'écoutent parler. Donc ça, c'est vrai. Après, le phénomène de beaucoup de femmes dans les études de médecine, plus de 70%, et puis le fait qu'au sommet, on n'en retrouve pas beaucoup. Alors ça s'appelle le tuyau percé, d'ailleurs, dans les études genre. C'est vraiment, il y a un tuyau, puis il y a plein de trous, et puis les femmes s'échappent par ces trous, donc elles ne se retrouvent pas en haut. Il y a le problème, je pense, il y a les barrières intérieures, évidemment. Il y a la représentation
comment, en tant que femme, je vais pouvoir gérer la famille et le travail, ce qui est beaucoup moins demandé ou beaucoup moins épineux pour les hommes, évidemment. Pour eux, on ne leur demande pas de choisir entre les deux. Les femmes, moi j'ai encore entendu ça, en tout cas longtemps, qu'il fallait de toute façon choisir, qu'on ne pouvait pas tout avoir. Donc ça, évidemment, c'est faux, mais c'est vrai, et je partage tout à fait votre avis sur le fait qu'il faut un bon partenaire, il faut choisir très bien son partenaire, et puis ça, c'est ce que je dis, il faut négocier tout de suite. Parce qu'on sait dans les études, et je suis tombée dans le piège comme beaucoup de femmes, on sait très bien qu'il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas d'enfant. C'est au moment où apparaît l'enfant que là, on tombe dans le piège du temps partiel pour les femmes, on va peut-être en reparler, et puis qu'on tombe dans le piège de qui va s'occuper de l'enfant, puis on n'est pas à égalité du tout, on le sait, tous les chiffres le montrent, en France aussi, hein, partout. On sait très bien que ce sont les femmes, surtout, qui assument. Et puis, il y a ce nouvel élément, enfin, cette nouvelle notion qui est apparue récemment, et puis je pense que je ne suis pas la seule à m'être dit... Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est la charge mentale. Vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est vraiment la femme la mère qui va tout le temps s'occuper de savoir si on a bien mis le sac de gym parce qu'aujourd'hui, il y a la gym, on a bien mis le goûter parce qu'aujourd'hui, il y a le goûter, il y a la course d'école, il faut aller chez le médecin, il faut faire les vaccins, il faut aller à la séance des parents, etc. Donc, c'est la femme sur qui repose toute cette charge. Et puis, alors, le père, je ne veux pas dire qu'il est complètement absent, mais il est là pour aider, pour assister. Et puis, quand il le fait, en plus, on l'applaudit 5 fois, évidemment, parce que ce n'est pas tout à fait dans la norme, en tout cas, pas encore. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est toutes ces injonctions et toutes, finalement, ces obstacles qui existent objectivement, encore une fois, qui sont aussi des obstacles que se mettent les femmes. Et il faut peut-être commencer, puisqu'on peut que se changer soi-même, enfin, on peut commencer par là, on va dire. Il faut aussi changer les structures, et je m'y emploie. Mais on peut quand même commencer par soi-même et revendiquer un certain nombre de choses. Je crois j'espère en tout cas que les jeunes générations le font de plus en plus, mais peut-être dans une certaine catégorie sociale aussi, peut-être pas partout. Donc voilà, mais je partage tout à fait le constat sur le fait qu'on a perdu toutes ces femmes en route. Je dirais encore un élément qui m'a toujours frappée, c'est que je crois que justement la socialisation, c'est pas qu'il y ait des choses de nature, hein, mais la socialisation des petites filles, juste la socialisation des petits garçons, fait que finalement, il y a des études qui le démontrent, vous avez chez les garçons très petits le sens de la compétition. Il faut être compétitif, il faut gagner, il faut être le meilleur, ce qui n'est pas du tout les petites filles. D'elles, on attend plutôt la coopération, on attend qu'elles discutent, on attend qu'elles prennent vraiment un peu la température chez les autres, qu'elles s'occupent des autres. Et ça, il y a des études qui démontrent que toute l'éducation va vers un égoïsme légitimé, on dit un égocentrisme légitimé des garçons, et un altruisme obligé des petites filles. Et ça, je vous renvoie, si vous voulez, aller regarder ça, c'est très intéressant. Et on voit comment ça arrive. Donc, c'est vrai que quand on arrive à l'âge adulte, que les femmes investissent les études de médecine, on le sait. Pourquoi ? On pourrait discuter pourquoi elles entrent par la médecine dans les sciences. Moi, je trouve les sciences humaines, c'est très intéressant aussi. Mais elles arrivent, elles sont là. Mais qu'est-ce qui se passe après ? C'est que moi, je crois que si vous voulez, le galon sur la veste, vraiment la hiérarchie, ça intéresse moins les femmes que les hommes. Et puis, elles voient trop les inconvénients peut-être de la hiérarchie versus ce que ça apporte en termes de prestige. Et on avait fait une étude, quand j'étais déléguée à l'égalité, on avait fait une étude avec des jeunes filles et des jeunes garçons qui sortaient de l'école pour démontrer pourquoi est-ce qu'ils choisissaient un métier, pourquoi les filles choisissaient leur métier. Et c'était frappant chez les filles, c'était toujours que le métier devait les intéresser, c'était le contact avec les gens, le contact avec les animaux, voyez, quelque chose comme ça, ou la science, enfin les éprouvettes, parce que j'aime bien jouer de laborantine, enfin voilà. Donc ça, c'était ce qu'on allait faire du métier. Chez les garçons, c'était beaucoup plus le salaire, le prestige, qu'est-ce que ça donne dans ce métier-là, qu'est-ce que je peux en faire. Donc on voit déjà que c'était 14-16 ans, hein, l'échantillon. On voit déjà que là, il y a des choses qui se dessinent. Et les filles aussi se projetaient dans le temps partiel, ça c'est aussi... Et les garçons, un petit peu, mais pas beaucoup quand même. Vous souhaitez réagir, Madame Charmet ? Ce serait intéressant de vous entendre. Un complément ou deux remarques. La première, c'est que si les femmes sont responsables pour la plupart de l'éducation des enfants, c'est donc leur faute si elles reproduisent un modèle social. C'est-à-dire que les femmes, si elles éduquent leurs enfants, de même que les hommes, bien sûr, ont un rôle à jouer dans comment est-ce qu'on parle à ces enfants, et filles et garçons. Et s'il y a une reproduction permanente d'un modèle, c'est bien que les femmes elles-mêmes y participent.
pas que les hommes. Mais je pense que voilà, c'est juste pour faire la mouche du coche. Mais je pense que c'est une chose. Mais je pense que vous avez raison sur le fait, le rôle qu'elles ont à jouer. Bien évidemment, elles ont un rôle à jouer. Mais on ne peut pas demander aussi aux femmes de tout à coup s'inventer. Alors aussi que longtemps, on a trouvé que féminisme, c'était un vilain mot. Hein, vous vous souvenez. Maintenant, c'est plus, heureusement, ça a changé un peu ces dernières années. Féminisme n'est plus quelque chose d'horrible. Mais si les femmes ne sont pas averties de quand même, si elles ne voient pas, si elles n'ont pas les lunettes genre, j'aime bien dire ça parce que je donnais des cours et je disais, quand vous avez mis les lunettes genre une fois dans votre vie, vous ne les quittez plus jamais. Vous allez toujours regarder le monde à travers ce prisme parce que c'est la réalité et vous devez être averti. Donc il faut être averti pour pouvoir dire, attention, si mon fils, on a très bien vu là, c'est un garçon donc il aime les trucs qui bougent et puis la petite fille forcément elle aime les poupées et puis alors qu'on est totalement dans l'inverse. Donc on ne peut pas demander aux femmes de tout à coup réaliser que le monde est fait de telle manière, si elles ne sont pas averties, encore une fois, si elles n'ont pas étudié vraiment bien les choses, c'est difficile de... Et puis il faut savoir aussi que toujours les dominants, c'est vrai dans le colonialisme aussi, souvent les dominants prennent les valeurs les dominés prennent les valeurs du dominant. Et c'est exactement ce qui se passe avec les femmes. Combien de temps les femmes ont été en rivalité, hein, ça c'est un petit peu moins vrai peut-être aujourd'hui, mais encore. Et puis c'est toujours la référence homme. C'est l'homme qui vous donne justement votre statut, c'est votre chef, c'est qui va vous donner votre statut, et c'est beaucoup moins valorisé l'opinion des femmes. Si vous réfléchissez un tout petit peu, c'est quand même quelque chose qui est encore extrêmement important, et il faut faire une démarche pour pouvoir déconstruire tout ça et pouvoir réfléchir à tout ce que ça implique finalement, cette hiérarchie de genre. Parce qu'on nous a aussi longtemps dit oui, mais on est complémentaires. Oui, alors moi j'aimerais savoir qui est le complément de qui. Et puis c'est pas. Alors je veux dire, moi je veux bien qu'on soit complémentaires, on peut encore discuter. Mais le problème, c'est quand vous avez quand même une hiérarchie entre ces deux compléments, et il y en a une, eh bien là, on a un problème. C'est là que vous avez en fait une domination patriarcale, comme on le dit. Je vais dire un gros mot, je pense pour des gens, ça s'allume, puis on dit « Ah non, mais si !» Vous avez une domination patriarcale et vous avez quand même une domination des hommes globalement sur les femmes. Alors après, on va toujours trouver des exemples de femmes qui ne sont pas dominées par des hommes, évidemment, sans doute qu'on en est, mais n'empêche que c'est quand même comme ça dans la société. Si on regarde les postes justement, on revient à l'hôpital, on regarde les postes tout en haut, eh bien, en tout cas dans la médecine, c'est rarement des femmes. Alors, je rebondis un peu pour donner la parole à Madame Charmet sur la question de cette domination patriarcale. Dans notre discussion de préparation, vous m'avez dit que vous aviez été peu confronté ou en tout cas peu touché par des remarques paternalistes ou des propos sexistes qui auraient été tenus en votre présence dans l'exercice de votre fonction. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez partager avec nous si vous avez comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ce genre de choses, et puis quelles sont les limites qu'on peut accepter ou ne pas accepter dans ce domaine-là? Oui, moi j'ai considéré qu'être une... Enfin, c'est pas une question. Quand on me pose la question, j'ai réfléchi, mais qu'être une femme, c'est un état de fait, comme être brune ou blonde. Et que me faire le reproche d'être une femme, c'est une remarque à peu près stupide. Et d'ailleurs, c'est une remarque qui, de fait, invalide l'interlocuteur parce qu'il peut me faire le reproche d'être une femme, d'être blanche ou noire de peau, d'être brune ou blonde ou d'être de telle ou telle religion. Donc, par définition, c'est un marqueur de quelqu'un d'autre. C'est pas un marqueur de qui je suis. Le moyen de se protéger, alors des remarques, je pense que j'en ai eu en réfléchissant. Je me suis dit non, j'en ai pas eu. Mais en fait, j'ai réfléchi, oui, c'est arrivé. C'est juste que ça m'a pas, je les ai pas gardées plus que ça. Le moyen de se protéger, je pense, c'est d'abolir la distance. C'est-à-dire, vous avez une remarque stupide, vous la laissez passer ou vous la laissez pas passer. Quand vous avez une remarque stupide comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à aller plus loin. Et je pense qu'il faut pas hésiter à soulever même les attitudes ou les phrases qui sont sous-entendues, infraliminaires, pas dites clairement, puis pouvoir dire mais tu fais une remarque déplacée là ou c'est moi? Ou tu fais une proposition non professionnelle ou quoi? Ou je suis navrée, j'ai pas bien compris. Vous pourriez répéter que je note au PV cette remarque? En général, ça désarme. Alors, vous ne faites pas des amis,
mais vous avez posé sur la table, vous avez vraiment posé sur la table ce qui n'est pas acceptable. Normalement, dans la plupart des cas, ça suffit à calmer les choses. Et puis voilà. Après, il faut trouver la bonne distance, parce que pour être légitime à dire à quelqu'un qui fait une remarque déplacée, il faut le faire sur le bon ton. Il ne faut pas le faire de façon trop énervée. Donc, il faut respirer un bon coup, puis peut-être leur dire 30 minutes plus tard ou au moment où on clôt la séance, j'aimerais revenir là-dessus. Et puis, après, moi, ce qui m'a aidé, c'est de mettre ma casquette en fonction de ma fonction. C'est-à-dire, j'ai commencé, j'étais très jeune. Je pense qu'à 24 ans, j'étais de loin pas armée pour tout ce que j'avais à faire. J'avais bien eu des remarques sur mon petit. Vous n'allez quand même pas me dire comment on fait. Bah si. Mais pour faire ça, il faut se dire, ok, c'est pas moi avec ma personnalité et mes fragilités, c'est ma casquette. Je suis le DRH, le directeur des finances, le machin, ou la directrice, il faudrait dire plutôt. J'assume ce rôle-là, je l'assume pour l'intérêt de l'établissement qui est de l'emploi, je l'assume pour l'intérêt de la fonction, et tant pis s'il faut aller plus loin, puis il faut se battre un peu. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, dans le pire des cas, si vraiment l'équilibre des forces n'est pas bon, fuir est toujours une solution. Ça n'a peut-être pas l'air courageux comme ça, mais en fait, c'est vrai. Votre intégrité personnelle prime sur le reste. Fuir est toujours une solution, même s'il faut reprendre les situations après, ou si la situation étant jugée perdue de toute façon, il faut aller exercer ses talents plus loin. Merci beaucoup. Intéressant. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait encore aborder. Je sais qu'on arrive un peu au bout du temps de la discussion entre nous pour vous donner la parole. Mais peut-être encore un point intéressant de votre côté, Madame Bord, par rapport, en tant que femme phare, quels sont vos conseils par rapport en particulier au syndrome de l'imposteur, qui est souvent éprouvé par les femmes de manière générale, dans des situations où les hommes ne l'ont pas. Quels sont vos conseils par rapport à ce syndrome de l'imposteur ? Je pense qu'effectivement, les femmes l'ont beaucoup plus. Il faut travailler sur soi, il faut se convaincre qu'on est quand même là, puis il faut oser aller, effectivement. Mais je pense que c'est aussi par le groupe, c'est aussi par les discussions entre femmes, par tout ce qui peut, des échanges qu'on peut avoir avec d'autres femmes, qui peut révéler le fait que, on n'est pas en imposture, là, on a le droit d'aller chercher quelque chose, et peut-être qu'il faut aussi s'encourager entre femmes, de dire à quelqu'un, mais tiens, je te verrais bien, pourquoi tu postulerais pas ? Parce que souvent, c'est le problème. Et d'ailleurs, quand on dit, mais on n'a pas trouvé de femme pour tel ou tel poste, hein, c'est toujours ce qu'on nous dit dans les postes de hiérarchie. Oh oui, mais il y avait moins de femmes, on n'a pas trouvé de femmes. Eh bien, oui, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas osé postuler. On sait aussi qu'il y a des études qui montrent que quand il n'y a pas 10 critères, les femmes ne vont pas postuler s'il n'y en a pas 7 qui leur correspondent. Et puis les hommes, à 2, 3, ils postulent déjà. Donc on sait ça. On sait aussi, quand on choisit des études scientifiques dans les écoles, après, par exemple, le lycée, on sait très bien que les garçons qui ont un 4,5 de maths, par exemple, ils vont dire « Ah non, mais moi, les PFL ou bien les PFZ, sans problème. » Les filles, elles vont dire « Ah non, mais je ne suis pas assez bonne en maths. » alors qu'elles ont exactement la même note, donc même des fois mieux. Donc il faut que vraiment que ça, on encourage les femmes, les petites filles, il faut aussi que les parents encouragent ça, je reviens sur l'éducation, encouragent leurs filles à faire des choses qui sont, à finalement faire des choses, sortir des sentiers battus et pas faire des choses qui sont trop dans la ligne de tout ce qu'on attend d'une petite fille ou d'une jeune fille, de ce qu'elle va faire, et puis oser un petit peu percer ce plafond de verre, puisque c'était un peu le thème, pour revenir à ça. Mais on a toujours ce syndrome. Moi, encore tous les jours, je me dis, mais en fait, ils ne voient pas, mais en fait, je ne suis pas très à l'aise dans ce dossier, mais en fait, bon, j'essaie de cacher. Mais quand ils vont découvrir, ça va être la catastrophe. Et puis, je pense que peut-être que les hommes ont aussi ça, hein, c'est peut-être pas complètement exclu, surtout certains, mais je pense qu'ils osent beaucoup plus que nous. Donc, c'est ce que je dirais, c'est qu'il faut que les femmes osent. Et je conclurai avec ça. Je
pense que c'est le cas des hommes aussi, et j'inviterai aussi les hommes qui sont présents dans la salle tout à l'heure à poser des questions et à nous faire part aussi peut-être de leur témoignage par rapport à ce syndrome de l'imposteur, est-ce qu'ils l'éprouvent ou non dans certaines situations. Pour terminer et donner la parole encore à Madame Charmet, vous qui allez accéder bientôt au poste prestigieux de directrice générale du CHUV, donc qui est quand même une institution qui dénombre 15 000 employés, on peut imaginer que le plafond de verre est brisé. Comment est-ce que vous projetez dans cette position, et est-ce que vous avez éprouvé ce syndrome, ou au contraire, est-ce que vous vous dites que cette position va vous donner l'opportunité de vous développer encore plus et d'amener encore un regard de femme phare sur ce qui se passe dans cette énorme institution très connue en Suisse romande? Bon, alors être nommé, c'est une chose. Réussir, c'en est une autre. On verra dans 6 mois si ça joue encore. Oui, je pense que le principe de Peters, il existe. À quel moment est-ce qu'on devient incompétent pour un poste? Et puis c'est une question qu'on doit se poser légitimement, homme ou femme, au-delà du principe de l'imposteur. C'est-à-dire, est-ce que mon évaluation du poste, elle est réaliste? Est-ce que mon évaluation de mes compétences, elle est réaliste? Quelle est la marge de progression que je sais devoir fournir? Parce qu'il y en a une. Moi, je connais l'hôpital très bien. Je ne connais pas l'hôpital universitaire. Je ne sais pas gérer une structure de cette taille-là. Donc, le fait de se dire, est-ce que c'est juste une fractale et puis ça va jouer parce que c'est juste une échelle plus grande, ou est-ce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui vont rendre les choses difficiles? C'est un autre exercice professionnel. Je pense qu'il faut... Voilà. Moi, j'ai fait l'analyse. Je pense que c'est ça qu'on fait. On dit, en fait, est-ce que j'ai fait le tour de là où j'en suis? Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que j'ai encore envie d'apprendre? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prête à fournir comme effort supplémentaire pour aller sur le poste du dessus, et est-ce que je pense que je peux le faire? Ça veut dire un investissement pour, en fait, toute la famille. C'est un investissement pour moi, à titre personnel, c'est un investissement en temps, c'est autant de temps de moins avec ma famille. Ça veut dire qu'il faut être capable de processer les informations professionnelles, il faut gérer sa culpabilité personnelle, il faut gérer le fait qu'on n'est pas disponible physiquement, et que quand on est disponible physiquement, on ne l'est pas forcément mentalement. Ça veut dire que pour que les femmes à des postes très hauts ne deviennent pas des hommes des années 50, il faut être capable de parler, c'est-à-dire il faut contrevenir à la règle qui est que dans l'espace public, il faut être capable d'agir. Pour agir, parfois, il faut se couper de ses émotions, mais pour avoir une vie harmonieuse, il faut être capable de les exprimer et de les gérer. Et c'est un travail de longue haleine d'être capable de faire ça. Et on vit avec peut-être plus de culpabilité de ne pas être là, mais il faut le faire. Pour l'instant, les enfants n'ont pas l'air traumatisés. On verra dans 30 ans, quand ils auront fait leur psychothérapie, ce qu'il en sera. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je propose qu'on ouvre la discussion aux participants. Est-ce que vous seriez d'accord de prêter un micro et de vous le partager? Comme ça, moi, je peux peut-être le donner aux personnes qui ont des questions. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la discussion? Voilà, madame. Merci beaucoup d'être venue ce soir. Moi, je me pose beaucoup la question comment on peut encourager les jeunes femmes à devenir cadre, médecin cadre. Et c'est très compliqué, je pense, à work-life balance. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un backlash bienvenu? Parce que j'en ai beaucoup de jeunes qui me disent « Non, je ne veux pas travailler comme vous, je ne veux pas faire 55 heures par semaine. Moi, je veux profiter de ma vie, je veux aller en Nouvelle-Zélande. 3 mois, récemment, j'ai une chef de clinique qui m'a dit « J'ai trop tôt commencé à travailler 100%, maintenant je veux aller en Nouvelle-Zélande. » Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre en partie il faut travailler pour devenir chef? C'est comme ça qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Ou est-ce qu'il faut dire non, c'est la nouvelle réalité, voilà, elles veulent que faire 60% ou 70%. Et est-ce qu'il faut changer les postes de chef pour ça? C'est une question que je me pose. Je
Je veux bien répondre parce que c'est vrai que, alors, on tourne autour le temps partiel, c'est un vrai piège et c'est quelque chose de très suisse. Hein. On connaît pas ça dans les autres pays, soit on travaille, soit on travaille pas. Mais cette histoire de temps partiel, c'est vraiment le modèle suisse. D'ailleurs, on appelle le modèle familial bourgeois contemporain qui est Monsieur à 100 et Madame à 50, c'est le nouveau modèle traditionnel qui a remplacé Madame à la maison et Monsieur au travail. Mais maintenant, c'est devenu ça. Donc, le modèle en Suisse, c'est 150% et c'est 50% évidemment pour les femmes. Moi, j'ai bien cru dans les années 90, on va dire, qu'on allait tous allègrement aller vers le temps partiel. J'ai plaidé d'ailleurs pour des temps partiels, y compris dans des postes à responsabilité. Pour la petite histoire, quand j'étais journaliste, on a fait des reportages sur les médecins, d'ailleurs au CHUV, dans la carrière de médecin. Puis on m'a toujours dit, c'est impossible de faire du temps partiel quand on est médecin. Puis on voit bien aujourd'hui que les femmes sont là, ben c'est pas du tout impossible, donc ça existe. Mais effectivement, il faut que les femmes, moi je dirais, il faut avertir les femmes. Il faut leur dire, ok d'accord, 50%, pourquoi pas, pour concilier vie familiale, je peux comprendre, mais attention, qu'est-ce que ça signifie en termes de retraite ? Alors, quand on est jeune, on dit « Ah, mais non, je m'en fiche », mais moi, je peux vous dire, dans ma génération, les femmes qui arrivent à la retraite, eh bien, elles se rendent compte de ce qu'elles vont avoir comme retraite, puis elles se disent « C'est pas possible », mais parce qu'elles ont travaillé à temps partiel, donc ça, c'est un élément important. Après, le partage des tâches, ok, ben, il faut négocier avec son conjoint. Alors, moi, je descends à 50, d'accord, et toi, tu descends à combien ? Mais moi, je pense qu'il faut négocier qu'on ait exactement le même taux de travail, sinon, on sait très bien aussi que c'est une inégalité qui va s'installer. Donc 80-80, pourquoi pas. C'est le modèle un peu en Suisse parce qu'on a quand même encore 42 heures hebdomadaires, donc on travaille beaucoup, donc 80%, ça nous fait les 35 heures à la française, donc pourquoi pas, on peut aussi baisser tout ça, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de leur dire, c'est mais comment tu te projettes dans l'avenir ? Et à temps partiel, on fait rarement carrière, et puis quand même, on a un manque à gagner, parce que notre système de retraite, il est très compliqué, mais il a une mémoire infaillible. Donc, tout ce que vous avez fait est inscrit. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça, il faut leur dire. Moi, je voudrais que les RH, systématiquement, quand quelqu'un descend à temps partiel, lui disent, mais voilà les conséquences quand même. Regardez bien, est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez ? Et puis encore une fois, change de carrière, elles vont s'amenuiser. Et je pense que c'est un des problèmes en médecine aujourd'hui, où il y a beaucoup de femmes et effectivement elles travaillent à temps partiel. C'est un problème sociétal aussi, puisqu'on dit que quand un médecin va à la retraite, il en faut 2 parce que ce sont des femmes qui travaillent à temps partiel, notamment les généralistes. Donc c'est un vrai problème aussi de société. Donc je pense que ça. Puis après, alors il y a les structures. Aujourd'hui, en Suisse, c'est quand même difficile de travailler les 2 parents à plein temps parce que les structures ne suivent pas. Et parce qu'on n'a pas la possibilité, vous l'avez évoqué, d'avoir tout le temps les jours de crèche qu'on aimerait ou le parascolaire. À Neuchâtel, c'est plutôt le problème du parascolaire. On n'a pas toujours ce qu'on souhaiterait. Donc, c'est compliqué d'organiser tout ça en mettant en place une conciliation. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien négocier, puis il faut peut-être discuter avec ces femmes. Après, il y a le phénomène, semble-t-il, de génération, où là, ça touche les hommes comme les femmes, qu'on aimerait peut-être une qualité de vie, on veut partir effectivement faire des voyages, faire des choses. Donc ça, je ne sais pas si... À partir du moment où c'est partagé par les 2, ben voilà, on peut peut-être se dire que c'est comme ça, c'est cette génération est comme ça, puis pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand il y a une grande différence entre le parcours des femmes et le parcours des hommes. C'est ça qui, à mon avis, est un problème. Merci. Quelqu'un souhaite poser une autre question à nos invités ? Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez dit. Je me reconnais beaucoup dans votre parcours, Madame Bord. Et en fait, j'ai aussi une question, mais c'est par rapport aux quotas. On voit que dans plusieurs pays, ils ont fixé des quotas. Ça fonctionne pas. On se demande en tant que femme quand même si on est prise par rapport aux quotas ou par rapport à nos compétences. Ici, on sait qu'on a du retard. Il y a eu des projets d'égalité 2030 et puis finalement, on voit que c'est assez compliqué d'avoir autant de femmes dans les postes d'administration. Est-ce que vous pensez finalement que fixer un quota, c'est quelque chose qui a du sens ou qui n'en a pas ? Je m'adresse aux 2, je suis désolée. Je regarde aussi. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec la question des quotas. Je vois bien ce que ça représente de rendre visible à certains postes un certain nombre de femmes pour créer une espèce de normalité, de c'est normal d'avoir ces femmes à ces postes-là. On prend l'habitude.
de cette représentation-là. Après, pour moi, ça joue que si on est à compétences équivalentes. De la même façon que je vous disais tout à l'heure, moi, je suis une femme et brune, et ça a autant d'importance un critère que l'autre. Je pense que dans le milieu professionnel, c'est la compétence qui doit jouer. Et quand il arrive, parce que ça arrive quand même, qu'on mette une femme pour avoir le quota, mais qu'elle a manifestement pas tout à fait le même niveau que les autres, c'est un risque de discrédit qui me semble trop important. Donc si on fait ça, il faut le faire vraiment bien. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher celles qui ont les compétences légitimes d'avoir ce poste-là. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que sur une postulation de dire « Ah, mais vous êtes une jeune femme, vous êtes la seule de la liste sur les 80, donc je vais vous garder dans les 15 premiers. » Ben non, c'est détestable. Alors moi, je ne suis pas contre les quotas, ça ne vous étonnera pas, mais je pense que tant qu'on n'y est pas, je pense que les quotas, c'est un petit coup de pouce qui peut être très salutaire. Après, je pense bien qu'il y a des écueils. Hein. Je partage le fait que c'est un peu dangereux si on met des femmes qui peut-être n'auraient pas toutes, je dirais même pas les compétences, mais peut-être le savoir-être d'un chef pour des raisons qui sont d'éducation et peut-être par exemple, parler en public, c'est quelque chose que les femmes doivent apprendre. Hein. Cela dit, on l'a dit avant, mais c'est indispensable. Donc faites-le, puis faites-le faire à vos enfants aussi. C'est important et souvent les filles n'osent pas parler en public. Donc, c'est quelque chose de tout bête, mais il faut pouvoir s'exprimer en public. Sinon, c'est une question... L'autorité, c'est quand même souvent une question d'image. C'est pas juste purement une question de compétence et de... On sait bien que l'image, vous vous vendre quand même quelque part. Donc, cet aspect marketing, peut-être que les femmes savent moins bien le faire. Donc, moi, je dirais pas qu'elles sont forcément moins compétentes, mais je pense qu'il y a ce côté-là qu'elles savent moins bien faire. Et puis, de facto, elles sont perçues comme ayant moins d'autorité, donc moins bonnes pour diriger. Mais moi, je suis d'accord qu'on passe par les quotas quand il s'agit de donner un coup de pouce. Par exemple, on a ça dans les conseils d'administration maintenant. Je pense que c'est très bien. Ça force à aller chercher des femmes et puis ça force un peu le trait. Le jour où on a l'égalité, évidemment, on peut s'arrêter. Et puis des quotas, si je prends le domaine politique que je connais bien, par exemple, vous en avez partout. Et puis, si vous prenez le Conseil fédéral, on est un peu en plein dedans, on vient d'avoir une élection. Quand vous avez un candidat ou une candidate au Conseil fédéral, on va chercher le roman, celui qui vient du canton qui peut-être n'est pas déjà représenté, celle ou celui, parce qu'il faut quand même un peu quand même que des femmes soient représentées. Maintenant, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est des quotas, en fait. Donc, personne n'a dit, je prends un exemple qui n'existe plus, mais par exemple, Alain Berset, personne n'a traité d'homme quota parce qu'il était roman. Au moment où il fallait un socialiste, un roman, un machin, personne n'a dit il est incompétent parce que c'était un homme quota, mais c'était un homme quota. Donc, voilà, c'est vraiment... il faut peut-être enlever aussi cette idée que les quotas, on dit, c'est toujours un peu comme si les quotas forcément amènent des nuls au pouvoir. Je crois pas. Je pense qu'on peut faire l'effort d'aller chercher. Si on a cette injonction, on va faire l'effort d'aller chercher des femmes, alors que peut-être elles seraient pas venues toutes seules. On a vu. Et puis après, il faut travailler avec les femmes et ce serait peut-être mieux si d'emblée elles y allaient, évidemment. Mais comme on n'y est pas encore, peut-être c'est pas mal de passer un moment par des quotas. En tout cas, moi, je ne suis pas opposée. Merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à ce qu'on a discuté avant sur les pourcentages et les postes de cadre, parce que je me demande s'il faudrait que les femmes s'adaptent au système ou est-ce qu'il faudrait peut-être se poser la question de changer le système, parce que est-ce qu'un poste à 100% est vraiment cohérent dans la société de maintenant? Est-ce que c'était pensé pour les hommes du siècle passé qui avaient une femme à la maison qui s'occupait de tout et du coup, eux, ils faisaient le travail, 100% travail, mais ils ne devaient rien faire d'autre? Et maintenant, une femme qui travaille à 100% doit faire encore le travail à côté. Donc, je comprends bien qu'on ne puisse pas tout faire. Est-ce que c'est un peu difficile aussi de penser comme ça? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut aussi changer l'environnement. Mais ma théorie, c'est que si tout le monde était à plein temps, je trouve qu'aujourd'hui, le système, il repose justement sur le fait que les femmes sont à 50%. Je dis 50%, mais c'est à peu près ça. Et il repose là-dessus. On n'a pas suffisamment de structures d'accueil. On a justement des hommes qui se permettent de travailler à plein temps parce qu'ils ont une femme à 50, etc. Tout ça repose sur ce système, cette répartition du travail domestique et du travail rémunéré.
Et ça, c'est justement pour ça que c'est un piège. Donc moi, je pense que si tout le monde travaillait à plein temps, si on essayait juste pendant une année de tous et toutes travailler à plein temps, je vous assure que le plein temps ne serait plus à 42 heures. Je parie qu'on arrive à 35, 38 peut-être, et qu'il ne se passerait rien du tout, ça irait très très bien. On prend toujours l'exemple de la France qui est un mauvais exemple, mais si on prend les pays scandinaves où ça se passe comme ça, c'est un très bon exemple de pays qui vont bien économiquement et puis qui ont justement une bonne conciliation famille-travail. Il y a aussi l'histoire du congé parental. On devrait permettre aux parents, aux jeunes parents, d'avoir un congé parental à partager également d'ailleurs, plus ou moins en tout cas, entre père et mère, parce que sinon c'est très bien que c'est les mères qui le feront. Donc ça, il y aurait quand même des révolutions à mener par rapport justement à la politique familiale et puis par rapport au monde du travail, où je pense effectivement que 42 heures tous les deux avec des enfants en bas âge, suivant quoi, c'est quand même compliqué. Mais moi, je fais le pari que si tout le monde était à plein temps, on devrait changer un peu le système quand même. Et justement, si j'ose poser une question par rapport à cette question de travailler à 100% les deux, un des écueils principaux, c'est que finalement, les infrastructures, actuellement, ici en Suisse, ici à Neuchâtel, elles n'existent pas vraiment pour l'école en continu. On se retrouve avec des horaires où nos enfants commencent à 9h, finissent à 11h. Le matin, l'après-midi, c'est 2h30 à 4h30. Quelle est la solution? Donc l'évolution, elle est encore longue jusqu'à ce qu'on arrive à travailler vraiment à 2 à 100%. Alors, c'est ce que j'essaie de faire en ville de Neuchâtel, c'est l'école à journée continue. On a maintenant un projet pilote qui est parti en août dernier sur 2 collèges de la ville, le collège du Cré-du-Chêne et le collège de Serrières. Et je pousse pour que toute la ville soit dans ce système-là, où ça veut dire on a réduit la pause de midi et les enfants viennent toute la journée. Et puis l'après-midi, ils ont des activités encore extrascolaires s'ils le souhaitent. Et puis on a une ouverture possible. On va pas me dire encore que les pauvres enfants qui restent aussi longtemps, c'est horrible. On a une ouverture possible de 6h45 le matin à 18h45. Encore une fois, personne ne fait ça. Aucun enfant n'est là pendant toutes ces heures. En tout cas, j'en connais pas. Mais donc ça, c'est vraiment... Effectivement, il faut pousser à ça. Et moi, en tout cas, c'est ce que je fais actuellement. C'est vraiment un de mes projets phares, pour dire, on parlait des phares, vraiment, pendant cette législature, de pousser pour que les écoles deviennent toutes sur ce modèle-là. Et puis, ce qu'on a fait aussi pour ces 2 collèges, c'est un accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on assure à tous les parents qui le demandent une place. Et on le fait, on a dû pédaler beaucoup pour trouver pour répondre à la demande, parce que ça, on croule sous les demandes, donc ça marche très bien. Et on pédale pour vraiment pouvoir répondre à tout le monde, mais c'était une des conditions. Je voulais absolument qu'il n'y ait pas de limitation, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans la loi en fait cantonale, vous n'avez une place que si vous, en fait, proportionnellement à votre emploi. Donc ça veut dire si vous travaillez à 50%, vous avez une place à 50% et pas plus. Donc ça, c'est une des conditions, et je voulais qu'on enlève ça et que tous les parents, y compris d'ailleurs les parents qui sont à l'aide sociale, y compris, on a fait vraiment des accords avec l'aide sociale pour ça, pour que ces enfants puissent avoir aussi accès à une vie collective et finalement à des cours. On a fait plein de choses, d'activités extrascolaires qui marchent très très bien avec toutes les associations qui sont ici sur le territoire de Neuchâtel. Donc c'est un projet très ambitieux. Le problème, évidemment, vous allez sans surprise deviner que c'est l'argent. C'est que ça coûte très très cher à la ville de Neuchâtel. Alors pour l'instant, je suis suivie à la fois par mon législatif et à la fois par mon conseil communal, mais je commence je commence à voir que il souffle un peu parce que je veux en rajouter. Puis on me dit, ouais, mais quand même, puis nous, notre argent, quoi. Donc, nous, on a aussi un budget, puis on doit tenir, on a des règles budgétaires. Donc, on peut pas juste claquer des doigts. Et puis, après, les gens, ils sont pas contents s'ils payent des impôts, et je comprends aussi. Donc, ça, c'est vraiment des conditions. Mais moi, j'espère faire la démonstration, puis je m'arrêterai là, parce que sur ce sujet-là, je suis intarissable. Mais j'espère faire la démonstration qu'on crée un cercle vertueux et que ça amène de la richesse à la société, dans tous les sens du terme. Parce que justement, on permet aux parents de travailler plus tranquillement, on a des rentrées d'impôts supplémentaires, et puis on amène aussi des enfants qui n'auraient pas accès à la musique, qui n'auraient pas accès à la place de sport, à certains sports, on les amène dans ce système-là. Ça a aussi une valeur éducative, et je suis persuadée qu'on crée un cercle vertueux pour cette société, puis qu'elle sera plus riche à terme. Évidemment, tout de suite, il faut mettre de l'argent dedans, mais j'espère que ce sera... On y arrivera, mais voilà.
faudra peut-être un peu de temps pour changer tout ça en profondeur. Oui, madame. Oui, merci. Je voudrais partager mon avis par rapport à ce travail à 100%, parce que je sais qu'actuellement, par exemple, ici à l'hôpital, il y a énormément de messieurs qui demandent les job sharing. Ils le font avec une femme. Et du coup, récemment, j'ai discuté avec un de mes collègues. Et lui, il me disait qu'avant, il était en burn-out parce qu'il était à 100% dans son travail. Actuellement, il fait son sharing avec une dame. Il travaille à 60, elle à 40. Il se complète facilement. Et du coup, je pense que la société a évolué et continue à évoluer dans le sens plutôt d'avoir une vie à part le travail et pas de se dédier toute la vie à seulement travailler. De l'autre côté, je dirais que ça dépend aussi de l'opportunité que les institutions nous offrent, et notamment l'hôpital, à nouveau je parle, je travaille, et nous offre cette possibilité, soit de travailler dans un job sharing, soit de, par nos compétences, avoir le poste qu'il nous faut. Moi-même, j'étais confrontée à ça. Je venais d'un autre pays, en étant aussi femme, et quand il y a eu le concours pour mon poste, il y a eu des hommes de partout. Et ils n'ont pas pensé, voilà, elle est femme et en plus, elle n'est pas ici. Ils m'ont donné l'opportunité par mes compétences. Et du coup, je pense que c'est aussi un changement de politique des institutions, de donner, d'évoluer aussi avec la société. Du coup, ici, par exemple, on a la possibilité d'avoir des salaires, hommes et femmes, la même chose. On a les mêmes possibilités, les concours de postes, c'est ouvert hommes-femmes. Et je suis contente d'être dans une institution où la tête de l'institution, que des femmes, la plupart des femmes. Madame Charmet, si vous voulez peut-être réagir brièvement. Pas mieux. Non, j'allais répondre à la dame qui avait posé la question précédente, qu'il y avait aussi un changement de société, que en tant qu'employeur, mais on aura peut-être une meilleure réponse du DRH, que de ma part, il y avait aussi des solutions pour que hommes et femmes, puisque les aspirations sont plus tout à fait les mêmes, on puisse proposer des aménagements. Et puis, pour la question de la doctoresse Renaud tout à l'heure, effectivement, si plus personne n'a envie de travailler à temps plein, les postes de chef, ils ne seront pas forcément à temps plein à venir. Il faut qu'on trouve. Après, moi, j'ai une limite qui est que pour gérer un service et une équipe, il faut être présente auprès d'elle. Donc, il y a un temps minimum du cadre. Et quand en plus vous avez une pratique clinique, il faut savoir ce qui se passe dans les services, il faut savoir ce qui se passe au bloc si vous allez au bloc, il faut savoir ce qui se passe en lien avec les autres services, la pharmacie, le labo, il faut voir comment va l'équipe, etc. Donc il y a un temps minimum du cadre. Donc il faut presque mieux effectivement un job sharing qu'un chef à tout petit pourcentage parce que son impact est limité. Et ça vaut pour les hommes et les femmes, je pense. Moi, je voulais dire pour le job sharing, je suis d'accord avec vous que ça peut être une bonne solution, surtout pour des postes à responsabilité. Ça peut être vraiment une bonne formule. Le souci, c'est que vous n'enlevez pas l'écueil du temps partiel. Vous n'enlevez pas le problème du temps partiel qui sera que, justement, vous aurez des trous dans votre caisse de pension parce que vous aurez travaillé à 50%, même si c'est en job sharing. Mais ça permet d'avoir des postes à responsabilité et pourquoi pas, pendant un certain temps, si on a envie de effectivement lever le pied un peu sur des questions sur l'aspect professionnel, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que, justement, sinon, vous allez en payer le prix. Et moi, j'ai rien contre le fait que tout le monde ait envie de travailler à temps partiel, sauf que ce n'est pas le cas. C'est ça le problème. C'est que ce n'est pas le cas. Tout le monde ne veut pas travailler à temps partiel. Ce sont les femmes qui veulent travailler à temps partiel, essentiellement.
Après, il y a de plus en plus d'hommes, je le crois, qui veulent travailler, mais c'est 80%, hein, les hommes, c'est pas 50%. Donc il y a quand même une différence entre un 80% et un 50%. À 80%, vous pouvez travailler quelques années, à 80%, il va rien se passer. Ça va être, je veux dire, ça va être bon, autant financièrement que d'un point de vue de progression de carrière. Mais à 50%, ça devient quand même problématique. Donc c'est juste ça. Moi, je peux croire que la société, que les gens ont envie de mieux concilier et peut-être pas de se lancer à corps perdu dans le travail. Sauf que je vois pas pourquoi il y aurait plus d'hommes s'il n'y avait pas de différence, il y aurait plus d'hommes qui seraient intéressés à la carrière et moins de femmes. Et là, on retombe dans les biais de genre. Donc c'est ça qui me dérange. Si on a égalité exactement, le temps partiel, on a exactement égalité entre hommes et femmes, ben on pourra dire que c'est un choix individuel, pourquoi pas, encore une fois avec tous les risques qu'on a déjà évoqués, mais pourquoi pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous prenez des professions, une profession qui est très emblématique, c'est les enseignants. Vous pouvez regarder combien d'enseignants travaillent à temps partiel et combien d'enseignantes travaillent à temps partiel. Et vous avez exactement les mêmes conditions salariales, de carrière, c'est exactement les mêmes conditions. Et il se trouve que les femmes travaillent à temps partiel et les hommes à plein temps. Donc on voit bien que ce n'est pas juste une question d'envie et de se réaliser, mais qu'il y a quelque chose qui est lié au genre. Voilà, on arrive un peu au terme de la discussion. Je donnerai encore la parole. Je voulais juste préciser quand même qu'il me semble que la culture, elle est encore pas complètement au point au niveau du temps partiel aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui souhaite travailler à temps partiel est aussi mal vu. Donc, je pense qu'on ne doit pas, sur ce plan-là, il y a aussi une évolution à faire, d'accepter qu'un papa ou un homme souhaite travailler à temps partiel, ce qui peut-être du côté public est très accepté, du côté du privé, c'est encore très très difficile. Est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question? Madame, avec plaisir. Vous avez parlé tout à l'heure des soutiens et des mentorats entre femmes. C'est vrai qu'il y a quand même moins de toiles qu'entre hommes, où on voit qu'il y a beaucoup plus de solidarité. Est-ce que vous, chacune d'entre vous, vous avez parlé de votre maman et de votre grand-maman? Est-ce que vous avez des figures inspirantes féminines qui vous ont un petit peu poussé dans votre carrière? Alors, moi, j'avais deux grands-mères de type méditerranéen qui dressaient l'ensemble de la famille et des fournisseurs. Voilà. Donc ça, c'est un modèle. Paradoxalement, professionnellement, la personne qui, moi, m'a inspiré le plus, c'était un homme. C'était un homme chez qui j'ai fait un stage, qui avait un poste de très haut cadre dans un média national en France. Et ce qui m'a inspiré chez lui, c'était qu'il était tout en haut de l'organigramme. Et il traversait les couloirs et les journées et les semaines en parlant pareil au monsieur de l'accueil, au monsieur du parking, à la dame de l'intendance, au grand chef, à tous les gens qui l'interviewaient. Et j'étais jeune, je pense, j'avais quelque chose entre 15 et 18 ans. Et je me suis vraiment dit, je veux être comme lui. C'est plutôt ça, de garder, oui, il faut trouver des solutions pour tout, mais il faut considérer les gens avec qui on travaille. Alors moi, je ne vais pas dire que j'ai eu des figures inspiratrices. Au contraire, j'ai plutôt eu... dans ma génération, on était des enfants qui avaient des mamans à la maison. En Suisse, c'était comme ça. Ça paraît peut-être bizarre pour les Français, mais en Suisse, c'était comme ça. Et puis moi, j'ai plutôt une figure repoussante, même si ma pauvre maman, je l'aimais beaucoup, mais je voulais surtout pas être comme elle. Je voulais surtout pas être celle qui dit tout le temps « je ne sais pas »,« moi je ne peux pas »,« moi j'ai pas d'idée »,« moi j'ai pas fait des études »,« je peux pas parler les langues étrangères », enfin voilà. Et je voulais surtout pas ça. Donc voilà, après j'ai aussi peut-être un papa qui m'a encouragée, et tant mieux, et qui n'a pas fait de différence non plus entre les filles et les garçons. Mais c'est vrai que moi c'était plutôt ça, je ne voulais surtout pas ça. Puis après, il y a effectivement des gens dans votre parcours qui vous inspirent. Je me souviens, et je crois aussi, peut-être qu'on peut terminer quand même par ça, je crois très important la solidarité féminine. Je pense qu'elle existe peut-être même plus que chez les hommes. Je ne suis pas sûre que chez les hommes, elle soit si présente que ça. On a l'habitude de le dire, ils ont des réseaux, c'est vrai. Ils ont des lieux où ils se retrouvent, l'armée, des choses comme ça, des Lions Club et des trucs. Mais
n'empêche que je pense que chez les femmes, elle est peut-être même plus vivante quand elle est là. Et moi, quand j'ai justement eu beaucoup de soucis dans mon parcours politique, on a un peu évoqué, je me souviens d'avoir été vraiment très maltraitée par mon parti. Et une femme de droite, moi j'étais plutôt une femme de gauche, une femme de droite est venue me voir à la cafétéria du Grand Conseil du canton de Vaud. Et puis elle m'a dit, je ne la connaissais pas bien, et elle m'a dit, je ne vous dis qu'une chose, persévérez. Et ça m'a beaucoup émue, encore aujourd'hui ça m'émeut, parce que j'ai trouvé que si cette femme-là, qui vient pas du tout du même bord politique que moi, me dit ça, ça vaut quelque chose. Merci beaucoup, mesdames. On va finir sur cette image de solidarité qui est très belle. Merci, Madame Bord. Merci, Madame Charmet. Merci à RHNE. Et peut-être le mot de la fin, c'est de dire prenez la parole, prenons la parole en tant que femmes. Et c'est ce qui se passe ce soir, ce qui se passe aussi avec vous. Et donc, je vous propose de poursuivre la discussion à l'apéritif.